Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour. Je vous propose de commencer par les grandes technologies. Le conseil de surveillance de Facebook a pris une décision, le bannissement de l'ancien président Trump de la plateforme qui est maintenu. Le conseil a déclaré dans un communiqué que les publications de Trump pendant la violation du Capitole ont gravement violé les règles de Facebook et encouragé et légitimé la violence. Pour rappel, dans les messages qui ont été signalés, Trump avait écrit, je cite, « Nous vous aimons, vous êtes très spéciaux ». Le conseil d'administration a déclaré que ces publications violaient les règles de Facebook interdisant de louer ou soutenir des personnes impliquées dans la violence. La commission a cependant estimé que Facebook avait violé ses propres règles en rendant la suspension indéfinie. Le conseil a déclaré que Facebook ne pouvait pas inventer des règles au fur et à mesure et qu'il était essentiel d'avoir des règles claires qui s'appliquent à tous les utilisateurs et à Facebook pour garantir que l'entreprise traite les utilisateurs de manière équitable. C'est ce que défend le conseil. Le conseil d'administration termine en exhortant Facebook à mener un examen de sa contribution au récit de la fraude électorale et des tensions politiques qui ont conduit aux événements du 6 janvier. Cet examen devrait porter sur la conception de Facebook et les choix politiques qui peuvent permettre à sa plateforme d'être utilisée de manière abusive. La chambre judiciaire, la républicaine, a dit un seul mot, pathétique, tandis que la représentante démocrate de Pennsylvanie, Mary Gay Scanlon, l'a qualifié de petit acte de responsabilité, mais elle estime qu'il faut en faire plus. Le conseil de surveillance de Facebook a été créé l'année dernière. Ses pouvoirs étendus lui permettent d'annuler les décisions de Facebook, en d'autres termes, c'est l'équivalent d'un tribunal. Trump a lancé mardi un espace sur son site web où il peut poster des messages qui peuvent être partagés par d'autres sur les sites de médias sociaux. Mardi, un blog intitulé « Depuis le bureau de Donald Trump » est apparu sur son site web où des vidéos, des messages, des photos peuvent être postés et partagés sur Twitter et Facebook, deux endroits où il reste interdit. La plateforme se trouve sur le site web personnel de Trump. Elle comprend des messages de type médias sociaux qui peuvent être partagés sur Facebook et Twitter. Une vidéo présentant la plateforme indique qu'il s'agit d'un lieu où l'on peut s'exprimer librement et en toute sécurité directement depuis le bureau de Donald Trump. Alors actuellement, il n'est pas possible de créer des comptes d'utilisateurs ou de répondre aux messages de Trump. Trump est le seul à pouvoir poster. On ne sait pas encore si ce site sera développé pour devenir un véritable site de médias sociaux. Affaire à suivre. Facebook n'a pour le moment pas répondu à une demande de commentaires sur la façon dont il traiterait les messages partagés depuis le site. Quant à Twitter, un porte-parole a déclaré que le contenu serait autorisé tant qu'il n'enfreindrait pas les règles de la plateforme. Twitter a déclaré que l'interdiction de Trump sur sa plateforme était permanente, même s'il se présente à nouveau aux élections. Ce qui est intéressant, c'est que tout de même, après que Facebook et un grand nombre de plateformes de médias sociaux ont suspendu le président Trump à l'époque, de nombreux dirigeants mondiaux ont condamné cette décision. Beaucoup de ces mêmes dirigeants ne sont pas du tout des fans de Trump, mais ils ont tout de même pris la parole, affirmant que la censure des grandes technologies était un affront à la liberté d'expression. Alors notamment, il y a la chancelière allemande Angela Merkel qui avait qualifié l'interdiction de Twitter de problématique à l'époque, décrivant la liberté d'opinion comme un droit essentiel. Le porte-parole de Mme Merkel avait déclaré qu'il était possible d'intervenir dans ce droit fondamental, mais conformément à la loi et dans le cadre défini par les législateurs, et non en fonction d'une décision de la direction des plateformes de médias sociaux. Le ministre français délégué aux affaires européennes, Clément Beaune, s'est dit choqué d'une entreprise privée qui prend ce genre de décision, une décision qui selon lui devrait être prise par les citoyens et non par un PDG. Il y avait également le leader du Parti travailliste de gauche norvégien qui avait ajouté que la censure des big tech menace la liberté politique dans le monde entier. Il s'agissait de Jonas Gahr Store. Le Premier ministre par intérim Michael McCormack avait déclaré qu'il n'était pas du genre à croire à ce genre de censure. Le président mexicain Manuel López Obrador et les chefs de l'opposition russe Alexei Navalny se sont également fait écho à ce message. Le Premier ministre polonais avait également dénoncé le fait que les grandes entreprises technologiques réduisaient au silence les comptes des médias sociaux du président Trump. Il avait déclaré en janvier dernier que les algorithmes ou les propriétaires des géants de l'industrie ne devraient pas décider
quelles opinions les algorithmes ou les propriétaires de géants de l'industrie ne devaient pas décider quelles opinions sont justes et lesquelles ne le sont pas. Il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de consentement à la censure. Il avait ajouté: la liberté d'expression est le sel de la démocratie, c'est pourquoi nous devons la défendre, ajoutant que les propriétaires de plateformes sociales ne peuvent pas agir au-dessus de la loi. Je vous rappelle que la Pologne s'apprête à introduire des lois pour protéger la liberté d'expression sur Internet en adoptant des lois nationales appropriées pour réglementer les opérations de Facebook, Twitter, Instagram et d'autres plateformes similaires. En effet, le Premier ministre polonais avait déclaré que la discussion consiste à échanger des points de vue, pas à réduire les gens au silence. Nous ne sommes pas obligés, a-t-il dit, d'être d'accord avec ce que nos adversaires écrivent, mais nous ne pouvons pas interdire à quiconque d'exprimer des points de vue qui ne contreviennent pas à la loi. La Pologne n'est pas étrangère à la censure car le pays en a ressenti les effets directement pendant 45 ans sous le régime communiste. Le Premier ministre a rappelé à l'époque où l'on disait au pays ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas penser, ajoutant: c'est pourquoi nous sommes si préoccupés par toute tentative de limiter la liberté. La fondation Heritage a annoncé mardi qu'elle n'accepterait plus de dons de la part des grandes entreprises technologiques. La Heritage Foundation n'acceptera pas en bonne conscience l'argent d'entreprises qui tentent de manière répétée et flagrante de faire taire les discours conservateurs avec lesquels elles ne sont pas d'accord. Ils ont poursuivi en disant: chaque fois qu'un nouveau cas de censure est mis en lumière, ces entreprises trottent des excuses et promettent de faire mieux. Trop, c'est trop. Et Kay James, qui est présidente sortante de la fondation, a dit qu'elle faisait front avec d'autres leaders conservateurs contre la censure des voix conservatrices par les big tech. Et cette décision intervient justement quelques semaines après que le groupe de réflexion conservateur a refusé les dons de Google et Facebook en raison de la censure exercée par ces sociétés sur les personnes et les groupes ayant un point de vue conservateur. L'Institut de recherche sur les politiques publiques a refusé un don de 225 000 $ de Google et a retourné un don de 150 000 $ de Facebook en octobre 2020. Et récemment, 7 républicains de la Chambre ont également rejeté des dons de grandes entreprises technologiques. Le principal républicain de la commission antitrust de la Chambre des représentants, le représentant Ken Buck, est à la tête de ces 7 membres du Parti républicain de la Chambre des représentants dans le cadre de l'engagement pour l'Amérique qui a été lancé en début de semaine. L'objectif est de rester à l'écart des dons de campagne provenant de sociétés comme Facebook, Google, Amazon, Apple ou Twitter. Selon un rapport du groupe des défenses des consommateurs à but non lucratif Public Citizen, ces entreprises comptent parmi les plus gros contributeurs aux campagnes politiques et les plus gros dépensiers en matière de lobbying sur le pays. Le rapport a révélé que les big tech avaient battu leur propre record au cours du cycle électoral de 2020 en dépensant un montant énorme de 124 millions de $ en lobbying et en contribution aux campagnes. La majeure partie de cette somme provenait d'Amazon et de Facebook. Le rapport a noté que de 2018 à 2020, Amazon a augmenté ses dépenses de 30%, tandis que Facebook a ajouté une somme stupéfiante de 56% à son investissement à Washington. Alors les 7 républicains disent que les entreprises comme Facebook, Google, Amazon, Apple, Twitter ont atteint le statut de monopole et violent donc leurs convictions. Les 7 sont les républicains Chip Roy du Texas, Greg Stubbs de la Floride, Ralph Norman de la Caroline du Sud, Dan Bishop de Caroline du Nord, Burgess Owen de l'Utah, Andy Biggs de l'Arizona. Et ils poursuivent en notant que dans le domaine des affaires, chacune de ces entreprises a utilisé son pouvoir de monopole pour étouffer l'innovation et détruire les concurrents. Par exemple, Google s'est retiré de l'examen des contrats des ministères de la Défense des États-Unis d'une valeur de 10 milliards de dollars en invoquant le fait que les projets militaires américains sont en contradiction avec ces valeurs d'entreprise. Mais ensuite, ils n'ont eu aucun scrupule à collaborer avec le gouvernement chinois pour développer une version censurée du moteur de recherche Google appelé l'expérience Dragonfly. Ils poursuivent en soulevant des inquiétudes quant aux pratiques de ces entreprises, en notant que ces entreprises désertent maintenant le pays qui leur a fourni l'environnement légal, commercial et social pour se développer et prospérer et qu'ils courtisent maintenant vigoureusement le régime communiste chinois dans l'espoir d'accéder à une main-d'œuvre bon marché et à une base de clients pratiquement illimitée. Passons maintenant à la question de l'inflation, car les messages sont encore contradictoires à ce sujet. Janet
Yellen, secrétaire du Trésor, a déclaré que la Réserve fédérale pourrait être amenée à augmenter les taux d'intérêt. Elle a déclaré lors d'un événement organisé par le magazine Atlantique qu'il se peut que les taux d'intérêt doivent augmenter pour s'assurer que notre économie ne surchauffe pas. C'est ce que l'on fait quand une économie se développe à un rythme insoutenable. Elle poursuit en disant que même si les dépenses supplémentaires sont relativement faibles par rapport à la taille de l'économie, elles pourraient entraîner des hausses très modestes des taux d'intérêt. Madame Yellen maintient pourtant toujours que l'inflation n'est toujours pas une menace. Son commentaire intervient alors que M. Biden continue de promouvoir ses plans de dépenses de plusieurs milliards de dollars. C'est une position partagée par le président de la Fed, Jerome Powell, qui a indiqué qu'il ne pensait pas qu'il y aurait de l'inflation. Deux propositions récentes de M. Biden combinées représenteraient environ 4 billions de dollars pour financer des programmes allant des infrastructures aux énergies vertes en passant par la garde d'enfants et l'éducation. Mais il y a des signes de montée de prix qui ne trompent pas. En mars, les prix à la consommation ont augmenté de 2,6% par rapport à l'année précédente, le rythme le plus rapide depuis août 2018. L'investisseur milliardaire, président de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a déclaré ce week-end « Nous constatons une inflation très importante ». Buffett a poursuivi en disant « C'est très intéressant, nous augmentons les prix, les gens augmentent les prix pour nous et c'est accepté ». Selon le rapport du BLS, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les prix de l'essence ont augmenté de 9,1% en mars, ce qui représente environ la moitié de l'augmentation de l'IPC pour le mois. Selon le rapport, l'augmentation de mars fait suite à une précédente augmentation de 4% en février. Mais il n'y a pas que l'essence qui voit ses prix augmenter, le bois de construction aussi. Selon le Wall Street Journal, le prix du bois d'œuvre a atteint 1 500 $ par 1000 pieds la planche. Cette hausse du coût du bois alimente également la hausse du coût des maisons. Selon la société d'études immobilières CoreLogic, les prix des maisons ont augmenté de 11,3% en mars, soit la plus forte hausse depuis 2006. Le président directeur général de CoreLogic, Frank Martel, a déclaré dans un communiqué que les acheteurs de maisons font face au marché immobilier le plus concurrentiel que nous ayons vu depuis la grande récession, ajoutant que la hausse des taux hypothécaires et les fortes contraintes de l'offre mettent les prix des maisons déjà surchauffés hors de portée de certains acheteurs potentiels. Dans ce contexte, certains experts mettent en garde contre l'inflation. Peter Schiff, économiste en chef et stratège mondial d'Euro-Pacific Capital, a déclaré à la Daily Caller News Foundation « Nous allons assister à une inflation massive », ajoutant « Les gens vont payer des assurances plus élevées, ils vont payer des impôts fonciers plus élevés, des impôts locaux, les coûts de services publics vont augmenter considérablement, les coûts d'entretien, etc. » a-t-il prévenu. Les Américains vont voir leur niveau de vie baisser considérablement, c'est une baisse très importante. Fin de citation. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.